Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'elle a réussi à attirer votre attention. Peut-être est-ce la miniature, le titre ou le sujet qui concerne quand même une histoire vraie mais hors du commun. Donc c'est une histoire qui s'est produite récemment dans les annales de la Silicon Valley. Le fait est qu'il y a environ 1000 milliards 460... Bref, je ne sais même pas comment prononcer ce chiffre tellement il est gros, mais il y a de ça de vidéos visionnées sur YouTube chaque année. Et pendant un court laps de temps, celle-ci a su se frayer un chemin pour se trouver devant vous. Donc déjà, je célèbre ça. Merci d'être là. Mais en tout cas, le point est que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a toujours plus de contenu, toujours plus de produits. Et savoir attirer l'attention pour se démarquer n'est pas seulement capital, mais vital. Et la personne à qui cette vidéo est dédiée ne le sait que trop bien, car elle a réussi à captiver le monde entier, à le mettre sous ses pieds, alors qu'elle n'avait strictement rien à offrir. Elle a réussi à lever des milliards de dollars et à attirer des gros poissons tels que Henry Kissinger, Larry Ellison, Rupert Murdoch, George Shultz, des brillants hommes d'affaires ou bien des hommes politiques qui sont au sommet de la chaîne. Certains parmi ces hommes ont connu la guerre, certains ont été des stratèges, que ce soit en politique ou bien en économie. Et pourtant, ces hommes se sont fait quand même berner comme des petits lapins par cette jeune fille qui n'avait même pas encore la trentaine. Alors aujourd'hui, on va revenir sur l'un des plus grands scandales, les plus marquants de l'histoire du 21e siècle et de la Silicon Valley, et du monde même, j'ai envie de dire. L'histoire rocambolesque d'Elizabeth Holmes, celle qui est désormais connue comme la plus grande escroquerie de la Silicon Valley. Cette vidéo s'inscrit dans la série des 48 lois du pouvoir de Robert Greene que je vous recommande chaudement. Je vous spoil dans la foulée que la prochaine vidéo sera probablement sur Steve Jobs. La raison pour laquelle je vous le dis, c'est qu'elle sera en quelque sorte une suite à cette vidéo. Il y a énormément de similitudes et de contrastes entre les deux personnages, Steve Jobs et Elizabeth Holmes. Vous allez vous en rendre vous-même compte au cours de la vidéo, mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Sur ce, ikuzo. Alors, c'est qui Elizabeth Holmes exactement? Bon, elle est issue d'une famille plutôt bourgeoise, plutôt aisée, elle a eu une enfance plutôt normale. Elle avait juste des rêves de grandeur par contre, et donc gloire, depuis toute jeune. Elle voulait devenir milliardaire et elle voulait changer le monde. Donc tout comme par exemple Microsoft a changé l'informatique, Apple a changé le téléphone avec l'iPhone, Amazon a changé la grande distribution. Donc Elizabeth, elle voulait en fait rapporter ce gros changement en fait dans un domaine spécifique, et ce domaine-là serait la médecine. Donc pendant ses études, elle a eu une idée toute simple, mais vraiment toute simple, mais qui ici, elle est réalisée, pourrait changer le monde et à jamais. Donc, elle apporterait une révolution vraiment immense, et ça serait de simplifier et démocratiser les prises de sang et leur analyse. Alors, je vous explique. Aujourd'hui, pour analyser votre sang, bon, ça dépend de où vous vous trouvez dans le monde, mais grosso modo, c'est pas si facile. Donc, il faut d'abord faire un prélèvement, l'analyse se fait dans un laboratoire, ça prend du temps, ça coûte cher. Les tests pouvant être effectués sur un petit échantillon de sang ne sont pas vraiment nombreux. Donc là également, on est dans un contexte où c'est les États-Unis. Et les États-Unis, on sait très bien que la santé, ça coûte extrêmement cher. Donc voilà, l'idée d'Elizabeth était de créer une machine domestique, donc pouvant être achetée et gardée chez soi. Et cette machine vous permettrait en fait de faire une très petite prise de sang, mais très petite à partir du doigt. Donc ça n'aurait pas eu besoin de grosses piqûres de malade qui vous feraient crier, mais juste une toute petite goutte de sang sur le bout de votre doigt. Et la machine pourrait ainsi effectuer sur ce petit échantillon-là plusieurs tests et donner des résultats en seulement quelques minutes. Donc l'idée semblait vraiment révolutionnaire, elle semblait attrayante, surtout vraiment aux États-Unis encore une fois où le coût de la santé est vraiment énorme. Donc avoir une machine à la maison qui peut diagnostiquer et permettre de détecter une maladie à temps avant qu'elle ne s'aggrave, ça semblait vraiment trop beau pour être vrai. Spoiler alert, c'était peut-être effectivement parce que c'était trop beau pour être vrai. Il y a eu énormément d'essais, énormément de tests, énormément de personnes qui se sont succédées, d'équipes qui se sont succédées, qui ont travaillé jour et nuit afin de réaliser cette idée et de créer un produit qui est viable et qui marche. Malheureusement, tous les efforts produits par Theranos, donc qui est la société que Elizabeth a fondée, se sont tous soldés par un échec. Les scientifiques vraiment ont tout fait, ont tout essayé,
mais ils ont trouvé que la quantité de sang, bon ça c'est un problème parmi tant d'autres, mais la quantité de sang était trop minuscule afin de pouvoir faire grand chose avec ça. Donc malheureusement, ce n'était pas vraiment réalisable. Mais Elisabeth, il faut savoir qu'elle ne démord pas de son idée. Elle met constamment la pression sur le personnel pour qu'il continue les recherches. Mais tout ça, ça coûte énormément d'argent, évidemment. Donc au départ, Elisabeth, elle finance les recherches et les opérations de Theranos avec ses propres fonds. Donc il faut savoir qu'il y avait un fonds qui était prévu pour elle par ses parents pour ses études supérieures. Donc elle a arrêté ses études et elle a récupéré ce fonds pour fonder sa propre entreprise. Mais bien sûr, évidemment, très rapidement, il va falloir trouver des financements supplémentaires. Et là, c'est vraiment très problématique parce que pour avoir des financements et pour que les investisseurs puissent être en confiance, il faut avoir un produit qui est viable, il faut avoir un prototype qui marche. Sauf que pour avoir ce prototype-là, il faut faire énormément de recherches. Et pour faire ces recherches-là, il faut avoir de l'argent. Et pour avoir cet argent-là, il faut aller voir les investisseurs et les convaincre avec un produit. Donc voilà, ça semblait vraiment être un problème sans solution, du moins sans solution légale et éthique. Vous le sentez venir. Elisabeth va alors vendre son âme au diable et commencer à mentir à ses potentiels investisseurs, à faire des démonstrations qui sont truquées, des fausses déclarations dans les médias, tout ça pour pousser les gens à investir encore plus d'argent dans Theranos. Elle commence à s'habiller en noir, sa voix change, elle devient plus grave. Le climat à Theranos se durcit pour devenir un véritable enfer. Des gens sont licenciés tous les 2 secondes, les départements sont cloisonnés, les employés doivent signer des clauses de non-divulgation et garder le secret absolu sur tout ce qui se passe à Theranos. Cependant, grâce à son, entre guillemets, invention révolutionnaire, son charisme impeccable, l'image d'autorité qu'elle construit progressivement autour d'elle, Elisabeth va réussir à tromper et à duper plusieurs personnes influentes aux États-Unis. Et non seulement ces investisseurs mettaient beaucoup d'argent dans Theranos, mais ils ne tarissaient pas d'éloges à l'égard d'Elisabeth lorsqu'ils en avaient la possibilité. Histoire de vous donner une idée, au sommet de son ascension, Theranos est évalué à 9 milliards de dollars en 2014. Cette valuation elle est plus grande que celle de SpaceX à l'époque. SpaceX, la boîte qu'a fondée Elon Musk un an avant Theranos, Elon Musk qui est aujourd'hui l'homme le plus riche au monde. À l'époque également, cette valuation est plus grande que celle de Slack, de Pinterest, de Docker et de Udacity, tous réunis. Mais la question est donc, comment est-ce que Elisabeth a fait? Comment elle a réussi à duper et à tromper autant de gens tellement brillants et tellement intelligents et tellement pointus dans les affaires? Comment a-t-elle réussi à se hisser jusqu'au sommet? On va voir ça en détail. Elisabeth est l'une des rares femmes à être reconnue en tant que PDG dans la Silicon Valley. Le fait qu'elle soit une femme a largement contribué à sa réussite. Les gens avaient un grand appétit pour une femme PDG parce que la majeure partie de ce milieu est dominée par des hommes. Donc avoir une personne qui représente l'autre moitié de la population, c'est vraiment quelque chose que les gens souhaitaient voir se réaliser. Donc c'est pour ça qu'ils soutenaient Elisabeth. Cependant, être une femme dans un milieu dominé par les hommes, c'est vraiment très compliqué. Il est difficile de se faire entendre, de se faire une place et souvent il y a un préjugé selon lequel les femmes ne savent pas diriger fermement mais sont plutôt versées dans l'émotion. Bref, Elisabeth a compris très tôt que pour capter l'attention de ses investisseurs, de ses partenaires et même de ses collègues et employés, quelques changements d'attitude et de position seraient vraiment nécessaires. Donc c'est pour ça qu'elle a décidé d'adopter une voix plus grave et plus masculine. Because the man didn't have fingers. And as we thought about this, we focused very much on the question of act. Donc cette voix est assez mystérieuse, elle est envoûtante, elle est particulière. Bref, elle retient l'attention. Parfois, Elisabeth, elle laisse échapper sa vraie voix naturelle, mais la plupart du temps, que ce soit dans les interviews, dans les conversations, elle adopte vraiment cette voix grave qui a fait couler beaucoup d'encre parce qu'elle crée une distorsion en affirmant son leadership et sa fermeté. Il faut aussi savoir qu'au début de sa carrière, le look d'Elisabeth ressemblait vraiment plus à une étudiante geek lambda qu'à celui d'une PDG multimillionnaire. Elle ne faisait vraiment pas attention à son apparence, elle avait plutôt l'air d'une sans-abri que d'une femme d'affaires accomplie. Cependant, elle a rapidement compris que sa personnalité et son image devaient être deux choses distinctes. Pour capter l'attention des autres et paraître plus professionnelle et plus photogénique, il était important qu'elle adopte un style vestimentaire.
Et ce style devait également être marquant et la distinguer de tous les autres entrepreneurs. Pour cela, elle a choisi d'adopter un look entièrement noir avec des cols roulés. Ça vous rappelle qui déjà, ce style? Oui, bien sûr, c'est celui de Steve Jobs, célèbre entrepreneur de la Silicon Valley, mythique même. Et si le look d'Elizabeth ressemble beaucoup à celui de Steve Jobs, ce n'est vraiment pas un hasard. En effet, Elizabeth est une fan hardcore de Steve Jobs. Elle a adopté son style vestimentaire, son style de vie, sa philosophie, ses aspirations. Bref, Elizabeth était vraiment une grande fan des produits Apple et elle croyait beaucoup en Steve Jobs. Du coup, à présent, elle a un style qui permet de la distinguer, mais également de la placer comme étant en fait la version féminine de la plus grande personnalité de la Silicon Valley. C'était vraiment très marquant comme look. Donc, armée de sa nouvelle voix grave et de son nouveau look noir, ténébreux, Elizabeth a commencé à multiplier les apparitions dans les médias. Le marketing de Theranos est centré sur la personne d'Elizabeth. Et ça pour plusieurs raisons. Donc tout d'abord, vous savez que la société, elle est très confidentielle. Bah oui, évidemment, quand vous fraudez, quand vous mentez, quand vous trafiquez, vous ne pouvez pas vous permettre de faire échapper des informations clés. Donc la société était très confidentielle et toutes les informations qui en sortent sont minutieusement filtrées, voire même trafiquées ou fabriquées de toutes pièces pour cacher la réalité. D'autre part, comme mentionné précédemment, Elizabeth était un symbole parce qu'elle était l'une des rares femmes ayant réussi dans un domaine majoritairement dominé par les hommes. Donc, par conséquent, il était intéressant pour la société en fait de miser sur l'image d'Elizabeth pour attirer les investisseurs souhaitant investir dans la personne. Donc, elle leur facilitait la tâche car elle avait également beaucoup de charisme. Ses prises de parole étaient généralement très impactantes. Donc Elizabeth a multiplié les apparitions, que ce soit dans les médias, dans les interviews qu'elle donnait par-ci, par-là, dans les magazines, etc. Et plusieurs PDG de la Silicon Valley faisaient toutes ces choses, mais pas vraiment avec la même intensité qu'Elizabeth. Elle ressemblait beaucoup plus à une star à un moment plutôt qu'à une chef d'entreprise. Bientôt, elle va commencer à se faire escorter et à installer un vitre pare-balles sur son bureau. Bref, tout un délire quoi. Et quand je parle de son charisme, c'est vraiment une pièce maîtresse en fait dans le jeu de Elizabeth. Parce que Elizabeth, elle a réussi à convaincre beaucoup de gens, qu'ils soient des investisseurs, qu'ils soient des employés pour qu'ils rejoignent la mission de Theranos. Vraiment, si elle a réussi tout ça, c'est en grande partie grâce à son charisme exceptionnel et sa maîtrise de l'art de la communication. Donc, elle savait exactement quoi dire, elle savait exactement où appuyer pour susciter telle ou telle émotion chez son interlocuteur. Donc, pour vous donner un exemple, lorsque un de ses oncles mourut d'un cancer, Elizabeth se servit de cette histoire pour justifier l'importance de son travail et pourquoi il était si crucial à ses yeux. I remember how much I loved him. He was diagnosed one day with skin cancer, which all of a sudden was brain cancer. And in his bones. And I never got to say goodbye. Ce qu'elle a omis de préciser, c'est que cet oncle, elle ne le connaissait pas vraiment. What? Le but d'Elizabeth était simplement d'ajouter une composante émotionnelle à son pitch, car elle sait que c'est l'une des méthodes les plus efficaces pour convaincre. Alors, la capacité à attirer l'attention est vraiment une compétence très précieuse. Lorsque les gens ont leurs yeux braqués sur vous, vous devenez immédiatement légitime. Que ce soit dans la politique, que ce soit dans les affaires ou bien les relations interpersonnelles. Donc, une fois que vous avez une personne influente dans votre poche, toutes les autres vont suivre facilement. Les gens sont attirés par l'inexplicable, l'inhabituel. Et en l'utilisant à votre avantage, vous pouvez attirer l'attention en fabriquant de toutes pièces un personnage qui est marquant. Cela passe par un style vestimentaire particulier, une signature, des habitudes, etc. Une personnalité flamboyante sort du lot car elle tranche avec la médiocrité et la banalité générale. Le mystère a également un pouvoir efficace et il est bénéfique de savoir maîtriser son image et ses propos pour maintenir une aura plus mystérieuse. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente sur Dumbledore et sur comment est-ce qu'il maîtrise cette compétence, je t'invite à jeter un coup d'œil. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Merci vraiment de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Restez connectés pour la suite concernant Steve Jobs et aussi pour les autres vidéos. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager. Si vous avez aimé la vidéo, ça me ferait vraiment très plaisir. Merci d'avance et os.